Je pose souvent la question à mes invités de la boîte qu'ils auraient aimé monter s'ils n'avaient pas monté la leur. Et ben moi, je me la pose, cette question. Et si je ne m'étais pas lancé dans Ekiden, j'aurais rêvé monter la sienne, à savoir Kimono. En fait, un univers qui me parle particulièrement parce que plus qu'une boîte, c'est un univers avec lequel moi et Olivier, on partage pas mal de points communs. Je pense aux vieux Defender, je pense aux vieux Range Rover, je pense au coucher de soleil, un verre à la main sur les plages du sud-ouest de surf dans notre belle France. Les belles fringues, les belles matières, les belles couleurs, les copains. Sans parler de cette passion pour l'entrepreneuriat et ces projets qui fédèrent autour de lui. L'univers de Kimono, c'est un univers où la culture est reine, un univers où le beau, l'esthétique, l'image, la couleur, les matières, le lien humain, le management, la teuf, le sentiment d'appartenance, la communication, tiennent une place importante. Et c'est un projet entrepreneurial complet qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui, où business et design font bon ménage. Je reçois, vous l'aurez compris, Olivier Ramel. Ça semble assez facile et naturel quand on le regarde. On a l'impression que tout glisse comme sur une toile cirée. Et pourtant, derrière cette décontractante facilité, il y a du taf. Une personnalité qui permet de mener tous ces projets de front qu'on va essayer de décortiquer. On va comprendre le business de Kimono, essayer de comprendre la perso d'Olivier Ramel. Une perso aussi attachante qu'impressionnante qui, vous allez voir, ne s'arrête pas à Kimono, loin de là. Salut Olivier, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Salut, merci beaucoup pour l'invite et quelle présentation. Waouh, franchement, on va merci. rentrer dans le vif du sujet. Et tu t'es bien renseigné. Bon, il y a énormément de choses que j'ai envie de creuser avec toi. Avant ça, j'ai envie que tu me parles un peu de où tu as grandi, dans quel univers tu étais quand tu étais plus jeune et avant. Je ne sais pas s'il y a une période avant ces projets et ces business que tu as lancés, mais voilà, dans quel univers tu as grandi? Yes. Du coup, moi, j'ai grandi à Saint-Cloud dans le 92, donc proche Paris, région parisienne, avec le métro et le train pas loin pour rentrer dans la capitale. Saint-Cloud, ça fait partie du riche 92, donc j'ai vécu dans un milieu... comment on dit, plutôt bourgeois, pas spécialement moi et ma famille, mais surtout mon entourage du coup de l'époque, puisque on a déménagé plusieurs fois entre Puteaux. Avant on était à Puteaux, puis après on est allé à Saint-Cloud. Et du coup moi j'ai eu un super environnement, puisque Saint-Cloud c'est très vert, c'est beau. J'ai toujours été dans le public, mais j'ai eu une super école, collège, lycée, etc. Donc honnêtement, un environnement propice. Et à la maison, donc j'ai un grand frère, j'ai mes deux parents, et j'ai toujours eu un environnement qui me laisse m'exprimer, avec certes des règles. On avait une certaine liberté, et vraiment propice à, je sais pas, se sentir bien, à s'éduquer, à apprendre, avec forcément, comme tout le monde, certaines difficultés. Mais honnêtement, j'ai eu de la chance, et c'était assez fluide. Et j'ai fait du basket très tôt, un des sports qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, puisque du coup je jouais à Boulogne-Billancourt au basket, et on jouait au début en départemental, puis en régional, puis en national. Et du coup, très jeune, à 7, 8, 9 ans, j'ai compris qu'en fait le monde, c'était pas comme Saint-Cloud. Et ça, c'était important de comprendre, parce que moi, j'avais tous mes potes de Saint-Cloud qui pensaient qu'en fait, tout ce qu'on vivait, c'est normal, c'est partout pareil. Quand t'es jeune, gens pareils. Voilà. C'est normal d'avoir une maison avec un jardin. Non, c'est pas normal. Loin de là. Même si tout le monde n'a pas que ça à Saint-Cloud, il y a une dynamique quand même avec de l'argent. Et du coup, je me rends compte où je suis pote avec des joueurs de tous les milieux. Et du coup, je vais dans plein d'autres villes, je rencontre, je découvre. Et moi, je me souviens, ça m'avait marqué, où je dis, en fait, on est des putains de privilégiés, quoi. Donc, il faut en faire sa force, il faut le capitaliser, il faut comprendre son ouverture ailleurs et être un peu un caméléon. Donc, moi, j'aime bien me définir comme un caméléon. J'arrive à m'adapter. Donc cet environnement de début m'a aidé à être un caméléon dans la vie. Ok. Et tu as été bercé dans un environnement entrepreneurial? Tes parents sont dans cet univers-là ou pas tant. Mon père et ma mère ont fait leur carrière dans la même entreprise. D'accord. Mon père ingénieur, vraiment la casquette de l'ingénieur entre guillemets parfait dans l'industrie qui était le traitement des eaux, donc très technique. Et ma mère, avocate et juriste, dans une boîte du CAC 40 et
Et toute sa carrière, jusqu'à la fin où elle s'est lancée à son compte en tant qu'avocate en droit des affaires. Ça tombait bien parce que moi, je montais mes boîtes. Donc, du coup, il y avait des sujets communs. Support, ouais. Mais donc, du coup, pas d'initiative entrepreneuriale, si ce n'est que mon père, au-delà d'avoir fait sa même carrière, a toujours fait plein de choses en parallèle. Beaucoup d'immobilier, beaucoup par lui-même, plein de choses. Donc, vraiment la débrouille. Tu vois, il y a les travaux, c'est lui qui va les faire plutôt que de prendre une entreprise sous-traitance jusqu'à un certain niveau. L'organisation des vacances. En fait, j'ai vu beaucoup de débrouille et ça, c'est peut-être son côté. Donc mon père est d'origine d'Haute-Savoie et ma mère de Perpignan. Et c'est le seul de la contrée qui est parti à Paris. Donc il y a eu un peu un rejet, mais au final, il a gardé ce côté. Ses racines montagnardes où on se débrouille et on fait les choses. Donc il y a ça, je pense qu'on a un peu dans l'ADN. Et mon frère, donc comme je disais, j'ai un grand frère qui a plus de 4 ans, a été rapidement dans l'entrepreneuriat dès son école de commerce. Donc moi qui étais un peu plus jeune, ça m'a sûrement bercé, mais ça m'a conforté et accéléré, mais j'étais déjà dans le mood projet. Enfin, je me posais plein de questions à ce sujet, donc j'ai pas spécialement été bercé là-dessus. Moi, ça m'a attiré plus qu'autre chose. Mais tu restais une perso créative et une perso entrepreneuriale à la base. Ouais, à la base, direct. Et raconte-moi, parce que kimono, c'est pas ton premier coup. Non. Tu t'es un peu cherché avant de trouver ton kimono. Ouais. Et tu as eu un paquet de projets en étant sur les bancs de l'école ou après. Ouais, tu peux me raconter dans les grandes lignes les projets par lesquels tu es passé avant d'arriver à kimono? Ouais, dans les grandes lignes, donc moi j'aime bien faire la fête. Donc mon premier projet, même au collège, en 3e, ça a été d'organiser des soirées dans des clubs. Donc c'était des before, c'était de 19h à minuit, il n'y avait pas d'alcool. Mais il y avait cette dynamique de vente des préventes, communiquer, vendre. Et donc j'avais adoré. Donc ça a été mes premiers pas sur, on va dire, un peu mon indépendance entrepreneuriale. Mon premier projet un peu plus sérieux, ça a été au lycée de faire le suite officiel de mon lycée, donc lycée Alexandre Dumas, qui avait un gros sentiment d'appartenance et je voulais justement faire comme aux États-Unis ou en Angleterre, avoir un suite qui nous représente. Et donc du coup, je lance ça, je passe par toutes les cases, fournisseurs, production, négociation avec l'école, communication, vente, logistique. Et j'adore, donc moi ça a été déclic de vie de faire ce projet. C'est d'ailleurs très lié à l'histoire de kimono. À la fin, la boucle est bouclée. Mais du coup, moi, ça a été déclic de vie de me dire, maintenant, à partir de maintenant, en parallèle de mes études, de ma vie d'étudiant au lycée, je vais avoir un projet qui m'anime dès le réveil. Donc, je m'oriente de plus en plus sur la partie business. Donc, je rentre en école de commerce. Pendant 3 ans, je fais tous les projets possibles et inimaginables sans que ce soit une structure, une société. Donc je fais mes armes de confiance en moi, là où je suis bon, qu'est-ce qui me manque, où est-ce que je dois trouver des complémentarités, où est-ce que je dois travailler. Donc là, je fais beaucoup d'événementiels à ce moment-là et d'autres types de projets, vraiment, quand tu y penses, tu te dis pourquoi. Mais c'est ce qui te permet de grandir. Et donc, premier projet concret, ça a été avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Harold, qui a monté Com d'ailleurs, qu'on connaît maintenant. Ça a été une boisson relaxante. Donc ça a été premier projet. À l'inverse l'inverse du Red Bull, donc une boisson, une boisson qui est là pour t'apaiser, une boisson apaisante. Et donc on avait fait une super com, du crowdfunding pour financer la création de la boîte et de la recette. On lance les premières opérations et très rapidement, on a une proposition de rachat parce que c'était un concept ultra innovant, qu'il y avait beaucoup de boissons naturelles et c'était sur la tendance du bien-être. Et donc, du coup, au bout d'1 an et demi, on a cédé l'activité à un repreneur qui a racheté la recette et la marque en gros. Donc, ça a été un premier projet qui nous a... Assez flatteur, qui nous a mis dedans bien et qui m'a conforté de me dire, en plus, les idées peuvent rapporter. Deuxième projet... Pareil, pas pareil, mais un peu par accident, comme souvent, même si c'est drivé par une dynamique. Je lance je vais essayer de faire court parce que ça va être long sinon, mais je lance une boîte qui s'appelle La Récolte. Et en fait, à la base, c'est juste, on n'avait pas cours le mercredi. On revenait de nos échanges universitaires, moi aux États-Unis et mon associé au Mexique. Et on avait connu les grands campus universitaires avec toutes les offres qu'il peut avoir. Et nous, on revient dans notre campus dans le 15e, où il n'y a rien, à part un distributeur. Et du coup, La Récolte, c'était des stands de salade de fruits frais, jus de fruits, légumes croquants, soupe, voilà, tous les trucs que tu peux avoir chez Jour ou autre. Et du coup, on le fait à la base parce qu'on n'a pas cours et pour se faire un peu d'argent. Ça cartonne. Donc, on réitère la semaine d'après. On se dit, mais en fait, il y a un truc à faire parce que si on le duplique dans tous les campus de Paris, Île-de-France, voire France,
c'est Ça devient une intéressant. machine. On candidate au concours des jeunes startups de l'école, on le gagne, donc on a le droit de faire notre stage de fin d'études dedans. Et là, l'aventure explose d'un coup, on a 30 points de vente et c'est la vraie petite entreprise. J'ai connu, il n'y a rien de digital. Tu achètes ton camion, tu crées tes stands à la main, on faisait tout homemade, on tenait nous-mêmes des points de vente. Donc, tu allais à Rungis pour chercher des cartons. Ouais, au début, ou et après on l'équivalent. allait au marché de Belleville et de Barbès. Donc on connaissait, on était habitués là-bas, 6h du matin tous les jours. Moi, j'étais le seul à avoir le permis, donc je faisais la livraison de tous les points de vente. C'était plus le mercredi, c'était tous les jours. C'était tous les jours. Ok. C'était full time et on faisait beaucoup d'événementiels. Super aventure qui m'a compris la résilience, la dureté du travail, concrètement, et les galères permanentes. En J'ai plus, une avec des résilience. produits frais, c'est Ouais, hyper galère. toutes les galères que tu peux imaginer. J'ai une résistance aux problèmes assez forte maintenant, notamment grâce à ça. Cette aventure a donné naissance à une troisième boîte qui, toujours dans le même concept, mais on avait rajouté un produit innovant qui est le contenant. Ça s'appelait Mouti. On avait créé un contenant qui permettait d'avoir à boire et à manger dans une seule main. Et du coup, ce contenant donnait une vraie différence, un vrai positionnement de marque. Et là, c'était plus dans les campus, c'était tous les endroits où tu as les mains prises. Donc, gares, aéroports, centres commerciaux. Et du coup, on a ouvert plein de points de vente. Donc, galère x10, puisque du coup, là, c'est encore plus sérieux. Les règles sont encore plus dures. Et c'est dur, la restauration. Franchement, ça m'a un peu dégoûté. Après, il faut aimer. Ensuite, il y a eu une boîte d'événementiel. Tu sors comment? Tu fais des exits de ces boîtes-là qui sont Non, vendues, la ou récolte finalement, ça devient la s'arrête fusion de Mouti. Donc, on apporte les assets dedans. Et Mouti, je quitte l'aventure parce que ça me plaît plus au bout de 2 ans et demi et je m'entends plus trop avec mon associé. Et donc, je revends mes parts et je quitte mon mandat. Donc, assez simple. Ça s'est bien passé. En parallèle de tout ça, j'avais une agence événementielle qui organisait des événements un peu innovants à Paris, où la marque, on l'a cédée à un groupe qui faisait encore l'événement et on avait juste des royalties. Et voilà, et on arrive en 2015 où Kimono... non, en 2015, pardon. 2017. En 2017, où Kimono... on a l'idée de Kimono, ça prend goût, et ça prend forme, pardon. Et ça, 6 ans et demi pour après... pour revenir sur Kimono et au moment de la genèse, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que tu déjeunes avec, je prends un café, ouais. avec Alice. Alice Zaguri, voilà. CEO de The Family. Vous évoquez le concept du besoin d'appartenance, Ouais. du besoin d'équipe, de fédérer, et l'idée vient à ce déjeuner-là. Ouais, c'est ça. En fait, donc je quitte En fait, j'ai été diplômé entre-temps. Je quitte ma dernière aventure. Donc, c'est la première fois de ma vie, peut-être 6 ans après, parce que de ma première année d'école à 2 ans de plus post-diplôme, j'ai t'as toujours rien. été... Voilà, où j'ai rien. Tous mes potes sont... Alors que tu pourrais tout faire. Et Ouais. c'est le moment où tu as le Et plus de temps. C'est faut ça. presque- Et du coup, je me dis, j'ai plusieurs options. Soit partir en voyage et m'inspirer. À ce moment-là, j'avais pas d'argent parce que j'avais tout réinvesti. Soit trouver un job comme tous mes camarades de promo. J'ai tenté l'expérience une semaine, ne serait-ce que de trouver des jobs. Rien que lire des job descriptions, ça m'a Ça t'a déprimé. ça quoi. m'a déprimé. Je me suis dit non, ça c'est mort. Et après, il y avait trouver une autre idée. Et j'avais pas d'idée. Donc je me suis dit, quand on n'a pas d'idée, il faut rencontrer, il faut échanger, il faut discuter. Ce qu'on oublie souvent, parce que c'est comme ça que viennent les meilleures idées. Et à l'époque, The Family était à son top. Je suivais bien les événements. J'y allais de temps en temps. Et j'avais rencontré Alice 2-3 fois. Et je lui avais écrit en disant, voilà, moi je suis entrepreneur comme ça, vous êtes comme ça. Je suis sûr, il y a quelque chose à faire ensemble. Elle me dit, viens, on en discute. Et ça dure 2 heures. Je m'en souviens comme si c'était hier. On parle entrepreneuriat. On parle culture, comme tu dis, sentiment d'appartenance, etc. Et on s'amuse à la définir. Et mon petit projet des pulls de l'époque déclic. Je lui décide d'en parler en disant que j'avais fait cette expérience. Et là, les 2 silex créent l'étincelle. Et elle me dit, mais tu sais que nous, dans toutes nos boîtes de notre portefeuille, on a un besoin de créer des vêtements personnalisés un peu sympas pour créer le sentiment d'appartenance et changer du goodies un peu pas très qualitatif. Et je rajoute une autre personne dans la boucle qui est Hugo Benz, qui du coup est l'acteur textile qui a une usine. Et je lui dis, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, c'est un ami de Hugo, mon frère. tu l'avais rencontré par ton frère. Je me Ouais, demandais par mon comment frère, vous ouais, étiez croisés. exactement. On s'était croisé un Et anniversaire. lui, il était dans le textile à ce moment-là. À fond, pendant Ok. 10 ans, il a fait que Ok. ça. Et du coup, je lui dis, je connais un tel. Du coup, Là, ok, c'est bon. magnifique. En une semaine, on se met d'accord et 2 mois après, c'était lancé. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Donc, si j'avais pas mentionné ce projet des suites, on aurait peut-être eu une autre idée, un autre projet. Donc, ça se joue ça se joue de peu. Mais c'est étonnant comme les planètes s'alignent et comme ça met en avant, enfin ça met Ouais. en musique ou en lumière un Ouais. paquet de choses chez toi et de ton réseau déjà à l'époque. quoi. Clairement, ouais. Non, mais Et c'est en plus clair. de ça, là, j'imagine que l'acquisition des premiers clients,
était relativement facile. Clairement. Après, il fallait faire la différence Bien et sûr. sortir du réseau de The Ouais. Family, mais c'est quand même... Non, ouais, c'est clair. Tu peux me donner quelques chiffres pour qu'on se représente un peu la dimension de ce qu'est devenu Kimono Ouais. après un peu plus de 6 ans? Ouais, tout à fait. Donc Kimono, ça a lancé en mars 2017. On est une petite soixantaine. On fait, alors l'année dernière, 10 millions de chiffre d'affaires. Cette année, normalement plus, entre 12 et 15, en fonction du dernier trimestre. Rentable depuis peu, puisqu'on a eu une logique de start-up mindset. Maintenant, rentable. On a des bureaux à Paris et Bordeaux. On bosse avec plus de 10 000 clients B2B, donc autant des startups, des PME et des grands groupes. Donc c'est vraiment bien réparti aujourd'hui. Et on a 4 offres, ou en tout cas 4 métiers différents. Et on en a d'autres qui arriveront et qui répondent à l'approche simple d'être des culture designers. Donc notre métier, c'est de designer la culture des entreprises à travers ces 4 métiers que je peux citer rapidement. On a une partie dont on parlait juste avant, faire des vêtements et des objets personnalisés. Le merchandising, Merchandising, exactement, qu'on appelle maintenant cette année. L'office design, donc de l'aménagement de bureau. On a une casquette d'archi, on redesign des espaces. Une offre de conseil en culture, où là on développe une méthodologie avec les dirigeants, les DRH, qui veulent formaliser ou actionner leur culture. Et une dernière offre qui s'appelle Kimono Life, qui est l'organisation événementielle, donc séminaire, team building, off-site, Ça permet de donc faire le lien vivre avec sa cette culture. envie de faire la teuf que tu peux avoir et qui anime chaque équipe. Exactement. Ok. Dans ces 6 années, on pourrait se poser la question au départ, pourquoi est-ce que ce projet... Je trouve que l'idée, et sans la minimiser, est assez simple. Ouais. Ça fait peut-être partie, moi, des projets que j'ai eu à un moment donné en me disant mais Ok. c'est canon parce que ça mélange plein d'éléments passionnants, le design, la matière, la couleur, la culture, l'appartenance, quelle est votre identité, enfin, c'est Carrément. fascinant. Et la diversité de clients aussi, de projets. Ouais. C'est toujours différent. Et on pourrait se dire qu'est-ce qui fait que celui-ci, pourquoi ça a marché chez toi alors que c'était un projet qui était sur un coin de table. Ouais. Quand on voit ton expérience, quand on voit Alice, quand on voit The Family à ce Ouais. moment-là, on comprend que dès le départ, la dimension, elle était déjà Clairement. d'une autre envergure, Ouais. et tu as vite une longueur d'avance par rapport aux autres. En fait, il y a eu un alignement, comme tu dis, je pense, il y a eu ce premier métier, ce premier projet, il y avait une passion. Et aujourd'hui, je fonctionne encore plus comme ça, c'est que les meilleurs projets, c'est quand il y a une vraie passion que tu ressens et dont tu vas tout donner. Et il y avait un alignement des planètes parce qu'il y avait une association qui était parfaite pour le début, une association qui nous a donné, qui était lourde dès le début, dans le sens où il y avait du réseau, du business, de la créativité, du background. Donc tout de suite, on est allé de manière ambitieuse. Et moi, j'ai toujours pensé kimono de manière ambitieuse. J'avais fait mes armes avant, j'avais eu des belles histoires, des moins bonnes, et je me suis dit, ok, celle-ci... Là, il en faut une qui sort du lot et qui celle-ci, m'amène... voilà, celle-ci, c'est parti, quoi. Okay. Et donc, du coup, j'ai mis l'exigence, la rigueur, et même quand j'étais tout seul dans l'opérationnel ou deux, on était déjà dans ma tête un grand groupe, quoi. On structure, on processe, on avance, et on va atteindre les étoiles sur un marché où, certes, il est comme ça, nous, on va lui mettre... on va taper dedans, et on va éclaircir cette grisaille, et on a réussi très vite. Et ça m'intéresse de creuser, parce que... Ouais. Là encore, peut-être beaucoup se le disent. Non, ce projet, certains l'ont fait, mais moi je veux qu'il soit autrement, réussi, que ce soit, qu'il absorbe tout le marché ou que ce soit une référence. Ouais. En peu de temps, tu es devenu une référence. Ouais. Quelles ont été les bonnes décisions et les éléments que vous avez mis en place qui vous ont permis d'atteindre... Alors, tu n'as sûrement pas atteint l'ambition que tu avais pour ce projet, non. mais déjà d'atteindre la taille et le positionnement que tu as aujourd'hui. Ouais. Avec du recul, on ne voit pas les galères, il y en a eu plein. Non, bien sûr, un milliard. Mais les bonnes idées, les bonnes choses que tu as faites. Ouais, je pense que... alors déjà, moi, j'aime bien arriver dans une industrie qui existe, qui est vieillissante, et de casser les codes. Donc déjà, il y a une logique de... on va rien faire comme tout le monde. On va faire quelque chose de différent et on va l'apporter à la sauce comme on le voit. Et moi, j'avais vu quelque chose. Je me suis dit, on va faire comme ça. Donc déjà, il y a l'ambition de casser les codes et de se faire remarquer. Et comment tu te fais remarquer? Tu crées une marque. Et aujourd'hui, c'est logique pour une marque B2B, enfin pour une boîte B2B d'être une marque, de travailler son branding. Mais à l'époque, pas du tout. Tu étais B2B, t'as un logo et c'est tout. Nous, c'était de se dire... Moi, je me suis dit...
tous les si, donc tous les gens, nous, qui consommons des réseaux, qui consommons de la communication, eh ben, on travaille tous dans des boîtes. Et moi, toutes les boîtes sont mes clientes. Donc du coup, je vais communiquer en B2B, enfin une boîte B2B comme si on était B2C dès le début. Et dès le début, on va positionner une marque. Certes, on est marque blanche dans le sens où nous, on met pas notre logo partout. C'est les clients, c'est le client qui vient rajouter son identité. Je me suis dit, mais nous, on va être une marque forte. Et je pense, donc, marque forte, communiquer comme une marque B2C, et casser les codes. C'est ce qui nous a permis rapidement, dans une industrie où il y a 2000 concurrents, de sortir du lot directement. Avec une approche aussi différente, tant par la qualité, parce que c'était la meilleure qualité du marché, l'expérience beaucoup plus high level que ce qui se faisait, et apporter un enjeu de responsabilité, de plus local, etc. Tout ça mis bout à bout avec une grande ambition et de faire... entre guillemets, en prenant des risques et en cassant les codes, c'est parti, quoi. Après, il y a eu quelques bonnes idées qui ont marché. On a fait 2-3 OP de com qui nous ont fait aussi partir dans un autre... Je pense que pour le coup, The Family n'a pas toujours eu un impact énorme pour les startups qui étaient chez elle. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y avait un match aussi quand même il était hyper parfait. intéressant. Parfait. En fait, Kimono était devenu leur modèle de référence. Ils se disent, ça y est, on a trouvé, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont essayé de le faire avec plein de personnes, plein d'autres boîtes. Là, il y avait entre... Olivier et The Family, un match parfait. Et entre Kimono et accessoirement The Family, tu as quand même surfé sur des belles années de recrutement et de scaling de boîtes qui se sont tous donné le mot. Nous les premiers chez Equiden pour apparaître en photo et créer cette dimension-là. Et il y avait un momentum aussi énorme. Il y avait le vrai go-to-market, il était parfait, quoi. Ça, c'est vrai qu'on pouvait pas... Donc, comme quoi, c'était pas calculé, mais parfois, honnêtement, Kimono, c'est un aliment parfait, beaucoup de chance, beaucoup de risques pris. Les kimonos ne seraient pas devenus ce qu'on est aujourd'hui si les 3 premières années, on était en mode full risque. Lesquelles, justement, quelles sont les bonnes décisions managériales et entrepreneuriales que tu as pu faire? Quand tu dis on a pris des risques, on ne se rend pas compte des risques financiers. Les risques financiers, c'est que nous, Tu disais tout à l'heure que tu as eu une logique de start-up mindset au départ à cramer un peu de cash, c'est ça? C'est ça, c'est que en fait, nous, on n'a jamais levé de fonds au début, en tout cas. Et donc, du coup, on était dans une logique et on n'a pas de modèle de récurrence. Donc, du coup, tu signes une commande chez moi, ça ne veut pas dire que tu vas commander le mois prochain. Donc, j'ai aucune idée. Donc, je navigue à vue, j'ai aucune idée de ce que je vais faire sur le mois d'après. Et donc, du coup, le truc un peu risqué, c'était de dire que moi, j'avais au début, les 10 premiers employés, c'était que des commerciaux. Et du coup, dès qu'un sales attenait par mois, je ne sais plus combien, c'était 30 ou 40 000 de CA. Moi, c'était un déclic de dire, c'est bon, il est à son max, on peut recruter un autre. Plutôt de se dire, est-ce qu'on est rentable, est-ce qu'on peut optimiser? C'était plus une addition de sales. Et donc, du coup, on augmentait la charge considérable des RH en n'ayant aucune sécurité que le mois prochain, on puisse payer les salaires, en fait. Et du coup, il y avait une telle dynamique de se dire, on a confiance en nous. On communique comme des fous, on teste toutes les méthodes, il y a un marché, on sait qu'il est gigantesque, on sait qu'à notre place, on va le faire sans aucune prévision, aucune. C'est-à-dire, aujourd'hui, je referai un business, je ferai quand même un peu de prévision, je serai peut-être un peu plus maîtrisé. Là, c'était all-in et on prend tous les risques. Et on dépense et on investit, on laisse pas 1 euro sur le compte, on dépense en com, en market, on avance en mode startup, sauf qu'en fait, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de fonds derrière. Donc, tu peux vite te planter. Donc, c'est une gestion du BFR presque parfaite dès le début. Et voilà, le gros risque, c'était de recruter sans même savoir. Voilà, c'était un gros risque humain, en fait. Et après, des choses qui te semblent être, après coup, des très bonnes décisions qui n'ont peut-être pas été faciles à prendre? Tu veux dire des décisions d'arrêter des choses ou ou même d'organiser les choses différemment? Ouais, mais tu vois, je reviens Vous ne maîtrisez pas la prod, par exemple? Non, on ne maîtrise pas la prod. Ouais. C'est aussi un choix, potentiellement? Ouais, c'est un choix stratégique parce qu'en fait, au début, grâce à Hugo, on a eu des bons prix dès le début. Et en fait, on aurait pu se dire, maintenant, il faut passer la next step et donc avoir l'outil de production. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est encore plus clair aujourd'hui, on est parmi le top 3 clients de tous nos partenaires. Et en fait,
c'est le même prix que si c'était à nous, en fait. Ok. Et t'as pas les galères, T'as pas les risques, t'as pas les risques, les galères, les charges, les coûts et tout ce qu'on Ok. sait. Donc du coup, ça a jamais été trop un sujet. Non, mais on est parti très tôt à l'international. On a ouvert des bureaux à Londres, à Berlin, à Madrid. Et quand ils pensent, on y allait en plus en système D. Il faut y aller all-in quand tu vas à l'étranger. Donc ça, c'était forcément une erreur. Mais aujourd'hui, j'ai zéro regret parce que ça donnait une dimension tout de suite internationale à Kimono, des objectifs de croissance. Et en plus, on a fait des bons chiffres là-bas. Donc, Et ça, c'est des choses qui sont maintenues aujourd'hui? non, aujourd'hui, tout est en France. Par contre, on bosse toujours avec ces pays, mais à distance. Donc, on n'investit plus. Donc, forcément, le chiffre est flat, mais il est toujours présent. Ouais, mais ça montre aussi des décisions pas évidentes à prendre. D'ouvrir Non. un bureau en 6 ans et de le fermer après Ouais, en disant ça n'a pas été difficile, mais le Covid a aidé. Ok. Voilà. À prendre Covid nous a aidé à prendre cette décision. Non, mais des décisions pas faciles, il y en a eu plein. On reviendra après, mais il y a déjà le fait de ne plus travailler non plus avec Hugo, qui est sorti de l'opérationnel. Ouais. Je ne sais pas si ça a eu un impact, mais C'était super fluide. Ok. En fait, lui, très, très rapidement, quand on a mis quelqu'un à la production et qu'on a commencé à sous-traiter à une quinzaine de partenaire et non pas un, il s'est rendu il y avait- compte qu'il en fait, était il y avait- plus ouais, utile dans l'équation et que il y c'était a- plus il y avait son plus sujet. d'intérêt. Ouais. Et comme il a jamais été de base full-time, c'était évident. C'est juste que du coup, il avait encore un peu plus de temps. Il participait encore à l'aventure et il est présent au grand moment. Mais très tôt, il est sorti de l'opérationnel. Ok. On parlait des 4 offres. Ouais. Tu peux me dire la répartition du chiffre d'affaires grosse Ouais. maille de ces 4 offres, sachant qu'il y en a une qui Ouais. est assez enfin, non. Il y Ouais, en a il y a une 2 ans, historique, ouais, après 2 ans, les ouais. deux autres, je pense au Off-Site et je pense au Conseil Conseil, Culture ouais, quand qui ça sont un peu existait. récents. Figure-toi, donc le merchandising est toujours le numéro 1, puisqu'on est identifié comme ça. J'aimerais qu'on le soit moins, mais on est identifié. Donc c'est génial parce que c'est du volume et de l'acquisition client Ouais, intéressante. clairement. Donc là, ça doit être 60% du chiffre à peu près, encore. L'événementiel a explosé, donc croissance à 3 chiffres depuis 2-3 ans. Donc il double, voire triple chaque année. Donc ça a bien pris 25% du chiffre maintenant, parce que le panier moyen est beaucoup plus gros. Tu vois, pour une même équipe de 100 personnes, c'est peut-être une commande à 20 000 euros vêtements. Un off-site, c'est tout de suite 100 ou 200 000 euros, quoi. Donc le panier moyen est plus intéressant. La marge n'est pas la même, par contre. Et sur nos 2 offres, donc ensuite, on a les bureaux, Office Design. On a pris le parti très tôt, nous, de piloter les projets et de facturer que nos honoraires plutôt que de prendre le projet global. Ce qui fait que du coup, le chiffre d'affaires est beaucoup moindre, mais c'est du conseil, c'est de l'expertise et donc c'est de l'interne. Donc en termes de marge, c'est presque du 100% moins le temps humain. Donc l'office, ça doit être 7, 8, 10%, allez, et il reste 5% sur le conseil, qui est en train de, ça y est, prendre une grosse place tant dans la demande que dans nous, la stratégie. Et je pense que demain, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire, ça doit être cette BU qui doit porter et qui doit être la plus grosse. Puisqu'en fait, la beauté du modèle, c'est que peu importe par où le client arrive, on le nurture et donc du coup, il signe après partout. Croisée dans tous les sens. Donc voilà, et du coup, donc ça c'est magnifique et tu fidélises encore plus. Et on a une stat, c'est que tous les clients qui sont passés par le conseil sont passés, donc tous 100% sont passés par 100% des offres. Ce qui veut dire que si on augmente le conseil, on augmente tout le reste. Ça ruisselle sur le reste. Et d'un point de vue légitimité, expertise, on est beaucoup plus high level sur le sujet de la culture. Et donc ça nous intéresse. Donc là, la strat, d'ici 2 ans, c'est que cette BU soit la plus grande. Donc, et elle a tu du mets les sens pieds un peu. dans le conseil. Ouais. C'est chaud parce que tu es, Ouais. sur le service, Ouais. tu es sur le produit, Ouais. tu es sur presque l'infrastructure avec les bureaux. Enfin, ça reste du produit Oui, matériel. oui. Cette diversification qui est parfois un peu casse-gueule, un peu coûteuse, Ouais. où tu es un peu, on va dire, au lancement de beaucoup de choses et donc tu essuies les plâtres sur chacun des nouveaux chantiers que tu lances parce que tu n'as pas le recul et que tu fais des erreurs de débutant. Beaucoup d'entrepreneurs se posent la question, est-ce que je dois me diversifier ou à quel moment je dois me diversifier? Toi, visiblement, ça a été très tôt. Ouais, très tôt, c'est pas épuisant, c'est pas compliqué à gérer pour une petite structure, relativement petite structure. C'est un vrai challenge, mais c'est ce qui fait l'ADN de Kimono aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ça qui me porte. Et je pense que la vision de Kimono est très liée à ma personnalité. Ce côté touche à tout sur produit, ce côté curiosité de tout sur produit. Curiosité et surtout multiplier les choses, mais en leur donnant un écosystème et du sens. Parce que Day One, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la partie culture et les autres offres sont arrivées d'un point de vue opportunité.
Or, Day One, j'ai dit à mes associés, The Family et Hugo, qui n'étaient pas spécialement pour, qui étaient plus, on verra, nous, à la base, on pense les vêtements, il y a un gros marché. Moi, je leur ai dit, Kimono n'est pas un fournisseur textile, Kimono est un culture designer, et vous verrez, on sera le magasin de la culture, et il y aura plein de produits. Et j'avais déjà en tête l'événementiel, les bureaux et plein d'autres. Et du coup, par contre, j'aurais dit, ouais, on va se concentrer sur on va être le leader là-dessus, et ensuite, on va se donner une légitimité. Donc, on a attendu 2 ans avant de lancer les bureaux. Ça a été le plus grand pari, et je suis content parce que du coup il a marché, mais moi ça a été un gros stress parce que c'était la première fois qu'on allait communiquer à tout le monde qu'on fait autre chose. Ouais. Et tu te dis, soit tout le monde va nous rironner et va dire mais qu'est-ce que vous faites, vous avez pété un câble, t'as perdu ta marque, t'as perdu ton ADN, ouais. Ou ça va renforcer et muscler le discours. Et ce qui est arrivé, et j'ai eu tous les KPI que je voulais, c'était mais pourquoi vous l'avez pas fait avant, vous êtes culture designer, c'est logique, on me l'a dit plein de fois. Et en vrai, techniquement, c'est pas logique, mais par contre, si, c'est logique à la vision de Kimono et au discours. Et quand on a lancé le conseil et l'événementiel, ça n'a fait que muscler le discours. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans, on a vraiment passé le statut de culture designer. Et quand tout le monde vient nous voir et nous disent non, mais vous êtes l'expert en culture, donc je viens voir pour ci, pour ça. Je dis on a réussi parce que du coup, en termes de différenciation, nous, on n'a pas de concurrents. J'ai des concurrents dans tous les métiers, mais j'en ai aucun qui porte ça. Et le jour où on en a un, ça veut dire que soit on est très très gros, soit le marché est en train d'exploser. Donc ça, c'est notre différenciation, notre force. Et pour répondre à ta question sur est-ce que ça a été dur ou pas, honnêtement, ça va, parce que dans le sens où qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Donc nous, on structure les équipes. On a l'idée de la prochaine BU. Elle part toujours d'une rencontre avec une personne qui va la porter, donc un aide de BU. Et ensuite, on teste système D très rapidement. Donc on fait une petite landing, une petite OP de com, on teste avec nos clients et on voit comment ça prend. Si ça prend, ça y est, on structure et on lance et on recrute une première personne. Et honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu comme un défocus ou une diversification. C'est justement, on vient compléter sans impacter le bébé initial. Alors, c'est sûr que si les 60 aujourd'hui étaient focus sur le merchandising, peut-être qu'ils seraient plus forts. Mais aujourd'hui, c'est pas ça la force de Kimono. La force de Kimono, c'est c'est la vision de culture. Et aujourd'hui, on est ultra bien organisé entre les 4. On s'apprête à lancer une prochaine verticale. Pareil, c'est moi qui vais... En général, c'est un peu moi l'initiateur de la verticale. Je réfléchis, je la teste, je réfléchis avec cette potentielle personne ou avec les équipes. Et on démarre, on test and learn, valider, boum, on structure. Et c'est assez fluide, quoi. Et moi, je vois encore plein de verticales, plein de métiers pour Kimono. Et il y en a une à laquelle je pense qui est assez sexy et qui correspond aussi à ta perso avec le goût de la déco et des beaux endroits. Ouais. Ça s'est lancé, le projet de... Pas encore, mais ça arrive. Maison, d'avoir sa propre maison. Kimono House, ça me fait penser à Iconic House de Thibaut Elzière. Et le fait d'avoir des beaux endroits, décorés, capables d'accueillir. Donc ça serait une 5e verticale, ce projet-là ? Ce serait une 5e verticale et elle arrivera en 2024. Donc Kimono House, c'est des lieux de vie pour accueillir des séminaires. Donc on vient dépoussiérer encore une industrie existante et vieillissante. Le leader sur le marché, c'est Château Forme, que tout le monde connaît. Et le but, c'est de faire différemment, avec une autre approche. La bonne nouvelle, c'est que nous, on a déjà les clients, on a déjà l'expertise événementielle, donc on sait créer le produit parfait. Et on est en train de le faire et on va le faire. Donc ça ressemble, comme tu dis, un peu à Iconic House dans l'approche. Sauf que lui, c'est différent. Marché différent. Lui, c'est de l'ultra luxe. Et c'est du petite taille. Petite taille, ouais, c'est pour 16 personnes maximum. Or, nous, c'est pour 20 à 50 personnes. Et B2B. Donc séminaire, etc. Donc ça, en effet, comme tu l'as dit, ça réunit tout ce que j'aime. Et je pense que c'est une verticale qui va porter la croissance de Kimono vraiment loin, mais surtout moi qui me passionne, mais t'as pas idée. J'imagine. Au niveau de la boîte, ça m'intéresserait de connaître quelque chose qui, selon toi, est un point fort, soit dans l'acquisition client, soit justement dans la partie idéation et être capable de lancer de nouvelles verticales, soit, je sais pas, niveau CRM, niveau marketing, niveau com. Qu'est-ce qui, avec le recul, tu trouves est vraiment un point fort chez Kimono? Il y en a plusieurs, mais déjà notre discours. Ouais. Le discours sur la culture entreprise, on est les seuls. De vendre, que ce soit des bureaux, des événements et des vêtements, avec ce discours, c'est une des grandes forces, parce qu'on ne se positionne pas comme un prestataire, mais plus un penseur de la culture et une boîte qui innove. Ça, c'est un des points forts. Il y a notre état d'esprit en interne, qui est un gros point fort, à savoir, on a des valeurs très fortes, on est
autant résilient que sympathique. Et donc, du coup, on essaye d'être dans le combat sur nos marchés. Donc, on est très processé, très structuré, très rigoureux et on travaille dur. Et dans le sens, on essaye de faire que cette aventure soit une aventure incroyable pour tout le monde et que ce soit un accomplissement personnel et professionnel, que tout le monde soit heureux dans son travail, qu'il puisse se développer. Et j'ai plein d'histoires en interne qui le prouvent et qui, moi, me disent en fait que peu importe la suite, c'est un succès en fait. J'ai réussi à transformer la vie de mes équipes à plein de niveaux et pour moi c'est une des plus belles victoires. Donc ça c'est une force, donc bien évidemment notre équipe, mais surtout le mindset qu'on a, que je rabâche en permanence, que je transmets à des managers et à des personnes qui viennent d'arriver. Donc nos valeurs et vraiment comment on agit face à des conflits, face à des problèmes. Des galères, on en a eu plein. Kimono aurait pu mourir 250 fois. On a réussi, grâce à ce mindset, grâce à cette agilité, ce côté ninja qu'on aime bien, à réussir à surmonter tout ça. Et donc il y a ça. Et un autre, pour finir, on l'a un peu dit déjà, mais c'est la marque. C'est qu'on a énormément capitalisé pour créer une marque forte qui aujourd'hui fait qu'on ait une notoriété publique qui nous fait passer beaucoup de portes. Et ça, c'est un point fort comment on dit Non négligeable. Non négligeable. Bien, ça fait pas mal de force, effectivement, qu'on peut pas te piquer très facilement Non. comme ça. Au niveau du financement, Ouais. tu parlais de financement tout à l'heure, j'avais pas capté que vous aviez fait des levées de fonds parce que justement je me disais, bon, Juste une, ouais. il y a une, ok, qui doit dater un peu parce que je l'ai pas Ouais, vu passer. 2019. Ok. Et on n'a jamais communiqué dessus. Ok. Et je me disais, c'est un modèle de financement assez particulier. Visiblement, vous faites pas de levée de fonds, soit parce que vous en avez pas besoin, Ouais. soit parce que vous en faites, mais on le dit pas forcément, soit parce que vous pouvez pas en faire, parce que vous êtes pas SaaS, vous êtes, en tout cas, exactement. pas, Ouais, tout pas à fait. complètement, et ça se finance pas de la même manière. C'est clair. Le financement a été un sujet pour un projet comme Kimono, où finalement, le chiffre que vous avez généré vous a permis de vous couvrir. Alors, oui et non. En fait, déjà, tu vois un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, mais Kimono, en fait, rend aucune case. Donc, vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des financiers, on est un peu unique dans notre genre. Et moi, c'est ça aussi qui me plaît. Et c'est aussi ça que j'ai voulu créer. Justement, comme je te dis, j'aime pas faire comme les autres. Donc, j'aime toujours un peu casser les codes et marquer les esprits. Sur l'approche financière, nous, on a toujours eu un BFR négatif, à savoir, on prend les clients payent à la commande et ensuite on paye, nous, nos sous-traitants après. Donc, ce qui fait que du coup, on a toujours su s'autofinancer et on a toujours su avoir du chiffre d'affaires qui tombe tous les jours et pouvoir se financer. Maintenant, pourquoi on a levé? Puisqu'on n'était pas dans une dynamique, on crame de l'argent, on n'a plus d'argent dans 6 mois, donc il faut lever. C'était pas une optique de survie, c'est plus une optique de, ok, on a déclenché l'étincelle, maintenant, il faut aller plus vite. Et donc, en 2019, on lève 1,5 million avec des business angels uniquement, où le but, ça a été deux choses. Recruter plus vite, donc avoir plus de main-d'œuvre, entre guillemets, et marketing, où là, on a mis les bouchées doubles et on a fait... du coup, ça nous a permis d'investir dans tout ça. Donc forcément, on a perdu notre rentabilité puisque c'était pas le but. Alors tu peux lever et te dire j'ai une vision héroïste très court terme qui nous permet de tenir là-dessus. Mais donc du coup, le but, c'était d'accélérer. Donc c'était pour ça, ce que je te disais tout à l'heure, le mindset startup, c'est qu'à ce moment-là, on a voulu accélérer. Et là, on était à risque complet parce que je ne sais pas ce que je fais le lendemain. Alors oui, heureusement, depuis le début, c'est comme ça. Il y a une trend qui est comme ça. Donc, si ça continue, je peux. Ça continue, je peux. Voilà. Et heureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Mais si pour X ou Y raison, un événement majeur arrive, mais comme le Covid ou ailleurs, c'est fini, quoi. Mais moi, j'étais prêt et j'avais envie. Aujourd'hui, tu vois, je sais que je suis beaucoup plus mesuré. Et là, on est dans une autre étape de la boîte. Mais à l'époque, c'était all-in, tu vois, go big, go nothing, quoi. Donc, on lève, on va à fond, on communique pas sur cette levée parce qu'il n'y avait pas trop d'intérêt. On push Kimono. Et depuis, avec le chiffre généré et l'activité, on arrive à s'autofinancer et redevenir rentable. Bon, canon. J'ai envie qu'on parle un peu de toi. Ouais. Toi, tu as une perso assez fascinante. Et ce que je trouve assez magique, c'est que tu t'es créé un univers qui te correspond à fond. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment... et tu arrives à mettre une boîte... Parce que si on commençait à tous s'écouter, moi le premier, de monter des boîtes dans des domaines qui te plaisent... Ouais. Ça peut vite être casse-gueule parce que tu vas vite faire des choix. Voilà. C'est clair. Et je trouve que tu arrives à trouver un équilibre qui est assez cool là-dessus. C'est marrant. Et qui est fascinant parce que du coup, tu touches et tu fréquentes des gens et tu te nourris de choses qui
Ouais, c'est c'est rare vrai. d'avoir les deux mondes Non, c'est vrai. corrélés, entre le monde C'est du vrai. kiff et le monde du taf. Et Ouais, bah, ouais, t'arrives à faire c'est les deux. très rare. Ouais. Et tu renvoies ce côté un peu successful et cool à la fois, qui correspond à ce que tu dis de Kimono, qui est une vie, enfin une boîte, oui, où on kiffe et on s'éclate et on est bienveillant, mais il y a une rigueur et une exigence à côté il n'y a Obligatoire. pas de miracle, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Le travail Euh, paye toujours. Ce que je dis vraiment, il y a un élément, c'est le travail. C'est honnêtement, tu vois, Ça se parfois. traduit comment chez Oui. Kimono, ce travail et cette rigueur? C'est débile, mais c'est quoi? C'est les horaires de travail? Comment tu Non. l'as traduit? Pour illustrer l'exigence que tu as réussi à mettre en place, ça se traduit C'est une comment? bonne question. C'est une bonne question. Comment je pourrais te le dire simplement? Bah, déjà, l'état d'esprit, de toujours progresser, d'être meilleur et de vouloir toujours plus. Ça veut dire, on Le vise la côté lune ninja pour dont tu parlais, quoi. Voilà, on vise la lune pour atterrir dans les étoiles. Donc, comment ce qu'on fait, on est capable de le détruire 3 mois après, c'est nul, on arrête tout, on refait et encore mieux. Comment tu montres que en fait, on veut pas être le petit, on veut être le géant et on veut être le leader. Donc du coup, il y a le mindset. Ensuite, il y a tout processer, tout suivre. Donc du coup, tu prends plein de good practice, soit ailleurs, soit tu testes des choses. Donc nous, on note beaucoup de choses. Tout est hyper bien structuré. Il y a plus de hasard. En fait, on veut une visibilité sur tout. Bien sûr, on a réussi à déléguer très vite, très rapidement. Donc moi, j'ai réussi à mettre en place un middle management très efficace dès le début qui m'a permis de me concentrer sur la suite avec une vue. Et donc du coup, on a très vite eu quelqu'un sur les RH, très vite quelqu'un sur les finances, sales, etc. Et moi, j'ai donné le ton en mode, bah, on veut être à ce niveau. Donc du coup, je veux ce type de report, ce type de structure, ce type de process. Pas de hasard. Si c'est pas bien, et ben on arrête. Il faut être... Et tu es dans une dynamique d'apprentissage. Même à mes alternants, mes stagiaires ou autres, je leur dis, là, il y a une richesse de talents autour de vous, une richesse de projets. À vous de l'apprendre. Et si vous l'apprenez... En fait, toutes les personnes qui ont réussi chez nous, qui se sont fait leur propre carrière, ceux qui ont pris, quoi. Ils se sont servis, ils ont testé. Moi, je suis hyper open sur les initiatives, la créativité en interne. Mais derrière, job need to be done. Et ultra rigoureux. Et moi, ce que je dis toujours, si ça te plaît pas, la porte, elle est grande ouverte, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu es là, tu es à fond. Et donc, c'est ça, c'est dans ce mindset, tu vois. On a 2 valeurs, on a 5 valeurs, mais il y en a 2 qui correspondent à ce que je viens de dire. Il y en a une, c'est We are intense, et une qui s'appelle We are fierce. Et dans la We are intense, c'est de comprendre que on doit être efficace, on doit être responsable, et on doit être les meilleurs dans notre domaine. Et bah, c'est pas une question d'heures. Les heures, c'est pas un sujet. Chacun fait à son rythme. Par contre, c'est une intensité. Tu vois, nous, tu viens dans notre bureau la journée, ça bosse. Ça bosse. Et à toi de montrer l'exemple. On est là pour... les choses vont vite, quoi. Quand tu donnes une deadline, tu connais, hein, c'est pas pour la faire à cette deadline. En fait, il faut qu'elle soit faite le plus tôt possible et on passe à autre chose. Tout ça en mesurant l'équilibre. En étant bien et en ne mettant pas les gens en burn-out. Et c'est jamais arrivé. Et on essaye de justement avoir une forte culture qui t'apporte aussi tout ce que tu veux et de trouver ce bon équilibre. Et We Are Fierce, c'est on a des échecs tous les jours, on a des problèmes tous les jours. Donc moi, je déteste quand on me dit ouais, c'est pas possible ou ça va être compliqué. Je désamorce direct. Je dis non, ça va pas être compliqué. T'as testé? Non. Bon bah on teste, on voit et on le fait. Et à ce moment-là, derrière, tu draines une dynamique. Donc du coup, ce que je te disais, on n'a aucun problème. On a des problèmes tous les jours. On connaît pas les problèmes, on résout. Et c'est comme ça que tu vois comment ton équipe opère et si on est au niveau, quoi. Et au fil du temps, elle s'est élevée en niveau. Il y a un terme que j'aime bien, qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle level up. Tu dois te level up, on doit level up Kimono. Et donc, comment? Ça passe par le mindset, ça passe par les compétences, l'envie, ça passe par l'envie déjà d'avoir. Et voilà, et donc tout ça amène une certaine rigueur. Et tu vois, j'ai des personnes qui viennent de grands groupes ou viennent de boîtes qui ont connu 800 personnes. Ils viennent chez nous à 40, 50, 60 employés et nous disent, vous êtes plus structuré que ce que j'ai vu alors que vous êtes 10 fois moins, quoi. Donc c'est tout en restant agile. Donc tu vois, c'est un sport. On est des sportifs de haut niveau à se remettre en question tous les jours. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tout ça dans un cadre structuré et sympathique. Et tout ça fait la magie de Kimono, quoi. Donc, On parle de level up. Toi, tu n'as jamais été salarié d'une boîte? Non. Peut-être en stage, mais pas stage, plus que ça. C'est tout, ouais. Comment tu t'es transformé à titre perso
pour suivre le rythme, pour level up à ton niveau? Ouais. Est-ce que tu as été coaché? Est-ce que tu as bouquiné? Comment tu fais pour avoir du feedback? Ouais. Après, tu es bien connecté, donc j'imagine que quand tu veux un conseil sales, un conseil marketing, Yes. une expérience, tu peux vite aller la chercher. C'est Mais vrai. qu'est-ce que tu as mis en œuvre, toi, pour te challenger, pour évoluer et pour te transformer? Ouais, c'est un bon point parce que je me l'applique à moi-même en permanence et encore aujourd'hui et j'espère toujours. Comment je suis de nature très curieuse, donc je m'intéresse naturellement à beaucoup de choses, euh, que ce soit des sujets comme des personnes ou des industries ou des projets. J'aime bien les histoires, donc voilà, je suis curieux. Je suis curieux, tu vois, même à la gare, tu vois, moi j'aime bien observer, comprendre des choses. Donc voilà, ça peut être un défaut parfois, mais en tout cas là, c'est ma force qui m'a permis de me nourrir. Et donc du coup, moi j'ai pas eu une recette, j'ai eu 1000 recettes qui m'ont un peu drivé. Donc comme tu dis, réseau, connexion avec d'autres dirigeants, d'autres entrepreneurs, t'échanges, ça t'apprend. J'ai écouté plein de podcasts, j'ai lu pas mal de bouquins, je prends des feedbacks de mes équipes, je prends des feedbacks de tout le monde, j'essaye de... En fait, tu vois, même un podcast, là, ce qu'on est en train de faire, j'apprends des choses. Parce que tu me poses des questions que je me pose jamais. Donc, du coup, ma réponse va peut-être soit me donner une idée, soit me dire, en fait, je pourrais travailler d'une autre manière. Un axe de réflexion. Et donc, en fait, voilà. toutes ces réflexions, petites ou grandes du quotidien, m'amènent à me level up. Alors après, aussi, j'ai eu la chance d'avoir un bras droit. Et un bras droit a été mon... Tu parles de qui, Hugo? Non, Capucine, Ouais. qui est là, qui est Chief of Staff aujourd'hui chez Kimono et qui, ça fait 5 ans qu'elle est là. Et au début, c'était mon bras droit. Et en fait, ça m'a permis d'avoir un sparring partner avec qui je dis tout, je fais tout, et du coup, feedback permanent. Et alors là, c'est un coach. Et là, tu as une voix off, quoi. Là, j'ai une voix off. Et donc, du coup, mais c'est génial. Donc, du coup, feedback, donc ça c'est un point important qui m'a aidé. Après, j'ai été un peu coaché par quelques personnes de manière anecdotique qui m'ont aidé, qui m'ont déclenché les choses. J'aime bien, moi, rencontrer des personnes qui ont fait des choses beaucoup plus extraordinaires, donc poser des questions. Et j'écoute. Et en fait, souvent, j'écoute, je note, je vois les interactions entre deux, je me dis, ça, c'est sympa. Et voilà, en fait, c'est une curiosité permanente et une remise en question. C'est-à-dire, rien n'est acquis. Je me le dis tous les jours, rien n'est acquis. Tout peut basculer, tout peut changer, tout peut modifier. Et moi, je peux transformer les choses aussi tous les jours. Toi-même, ta boîte, ton projet. Donc, en étant à l'aise avec le fait que tout peut s'arrêter, ou j'aime bien, moi, fermer un projet, dire, OK, c'est fini. Et le lendemain, passer à autre chose. Mais sans... ça va pas j'aurais peut-être une nostalgie, mais ça va pas me pourrir, quoi. Et du coup, c'est cette capacité à changer de sujet et d'évoluer. Donc, du coup, tout ça me level up. Et je cherche d'autres... tu vois, là, je vais monter un board chez Kimono, qu'on n'a jamais eu, avec des personnes qui vont me challenger, qui sont des personnes que j'estime, moi, très importantes et qui peuvent m'apporter. Et donc, du coup, voilà, je vais me nourrir de ça aussi. Donc... j'essaye de trouver d'autres solutions tous les jours, quoi. T'es un faux calme. T'as l'air de, même quand les phases où tu racontais tout à l'heure, les phases un peu de stress où tu savais pas trop si t'allais payer les salaires quelques mois après, t'es hyper cool d'apparence et en intérieur, ou t'es cool uniquement à l'extérieur et à l'intérieur, parfois tu boues. Est-ce que je suis un faux calme? Franchement, je suis pas stressé comme on l'entend. C'est-à-dire, s'il y a un vrai problème, j'ai pu voir le mal pour un bien. En fait, c'est simple, il y a un problème, je vais vite l'accepter. C'est bon. Comment on fait avec? Comment on fait avec? Donc, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Et le plan E, est-ce que je suis OK avec le plan Z? Est-ce que le plan Z, si ça arrive, ça arrive. Fine, OK. Et du coup, je me détends sur tous les sujets. Donc, je suis pas angoissé, je suis pas stressé. Ouais, t'as une bonne confiance dans la life et dans toi. J'ai une bonne confiance ouais. et en plus, comme j'ai toujours eu ça, et avec les événements qui sont passés et les galères qui sont passées, ça m'a encore plus nourri. Donc du coup, ça crée un cercle vertueux intéressant. Tu commences à avoir une belle expérience quand même. Ouais. Et du coup, en fait, franchement, non, pas stressé, je bouillonne pas. J'exprime beaucoup, c'est-à-dire, moi, je suis hyper transparent. J'ai jamais rien gardé un truc pour moi. Je vais dire les choses et justement, peut-être le fait de le communiquer et d'en parler, c'est peut-être ma manière à moi de me calmer ou me déstresser, tu vois. Pendant le Covid, là, je peux raconter une mini anecdote. Donc, comme tout le monde, du jour au lendemain, tu fais plus de chiffre d'affaires. Et comme nous, on était en flux tendu d'un point de vue trésor et qu'on doit payer des fournisseurs, tout d'un coup, on a une dette qui s'augmente et on n'a plus d'entrée. Et du coup, moi, j'ai un call avec Hugo et mon DAF Pierre.
mythique, puisque les deux sont en stress total, en mode c'est fini en fait, il faut déposer le bilan et tout. Et donc moi je leur dis en fait c'est même pas dans les plans, donc on va l'enlever et je vais vous expliquer les plans A, B, C, D, E. Et je leur explique et je leur dis en effet le plan E il est pas cool, mais le plan A c'est ça et pour l'instant on va tout faire sur le plan A et donc on ne regarde même pas le plan B. En fait, ton horizon, elle change. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, très positif. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient des problèmes, du mal et autres. C'est juste que pourquoi t'infliger ça quand tu n'en as pas encore besoin. Donc, il y a une expression, j'ai plus en tête, que j'aime bien. Ah oui, c'est « la peur n'évite pas le danger ». Et donc, du coup, ça veut dire que admettons, tu vas chercher le plan A, autant être dans le mindset comme si tout allait bien pour le plan A. Et si le plan B arrive, de toute façon, tu le sais, et là, tu pourras avoir peur si tu as envie. Mais pourquoi avoir peur dès le début ? Je me disais souvent, à une époque, j'avais peur de l'avion, il y a très longtemps, et j'avais hyper peur. Et je me disais, de toute façon, c'est pas moi qui suis dépendant. Donc, fuck it. Cool, aujourd'hui, je meurs là. Très bien. Tu vois, j'étais prêt à cette époque, j'étais dans ce mindset. Mais tout ça pour dire que... Advienne que pourra. Voilà. Et sans être inconscient. Sans être inconscient, ça c'est le plus important. T'es conscient des choses, mais next, quoi. La vie est déjà bien trop difficile, bien trop courte pour te prendre la tête, quoi. Et moi, j'essaie de l'inculquer à tout le monde, mais c'est difficile, mais moi, c'est ma règle d'or. Bon, visiblement, tu as réussi à déléguer, à pas être un bottleneck pour le développement de ta boîte, ce qui n'est pas évident. Yes. Savoir déléguer, c'est aussi savoir s'entourer. Ouais. Et là, sur cette partie-là, la rencontre, créer des relations fécondes, qui donnent des idées, des projets communs. J'ai l'impression que c'est aussi une de tes qualités. J'aimerais que tu m'expliques un petit truc sur l'entourage que tu as réussi à te créer, donc avec une capucine qui te compense et qui doit amener un équilibre. Je pense aussi à tous tes potes, en règle générale, qui sont assez impressionnants, chacun pointu dans leur domaine, dans des domaines hyper variés, qui doivent aussi te nourrir, parce que du coup, ils te font balader parfois dans des j'ai oublié univers. d'en parler, mais mon entourage, j'ai aussi ma force de level up. Clairement, et je pense... Harold, on en a parlé avec l'agence Com, qui est très créatif, qui amène un bon délire et qui est quand même un bon bro depuis pas mal d'années pour toi. Et en parlant de bro, il y a Pierre, qui lui, c'était pas du tout prévu. Sur Pierre, la partie design, un des artistes les plus influents en France, en tout cas, qui va être un des plus grands artistes français. Et qui travaille avec des noms assez géniaux. C'est incroyable. Et lui, j'imagine qu'il te nourrit aussi. Et après, il y en a d'autres. Évidemment, Alice et Oussama de The Family, avec lesquels tu as noué des liens et qui sont hyper enrichissants, qui t'ont amené d'autres personnes créatives et délirantes comme Sofiane Pamar aussi dans son univers et des dizaines d'autres. Ton pote Christ, côté cuistot, qui lui aussi est dans un monde créatif. Ils sont tous différents, ils sont tous relativement réussis. Alors après, on ne les connaît pas tous, mais voilà. Et en tout cas, rien qu'à ce niveau-là, c'est impressionnant. Et c'est toi qui cherches dans les gens avec lesquels tu t'entoures cette fibre et ce potentiel et ce talent et ce délire, ou c'est le fait du hasard, mais le hasard a ses limites. Ouais, tout à fait. Il y a une secrète sauce, peut-être. C'est peut-être toi qui les transforme. Comment tu l'expliques ça ? Écoute, je pense que c'est des personnalités qui se rencontrent et qui matchent. Tu as parlé de Pierre, Harold et Chris, qui sont mes meilleurs potes d'enfance, avec qui on a tout fait et qu'on n'avait rien fait à l'époque quand on était potes aussi. Mais l'histoire de notre groupe, tu vois, on a un nom, notre groupe de potes s'appelle la MAME. Et la MAME, qu'est-ce que ça veut dire ? M-A-M-E. Quand on était au lycée, on avait l'idée de créer un site internet un peu stylé qui parlait de mode, d'art, de musique et d'événementiel. Et on avait chacun une lettre. Et du coup, c'était un petit projet. Bon, ça n'a jamais eu lieu. Mais... indirectement, vous êtes pas tout... En fait, rapidement, je pense que mes potes ou mon entourage, j'aime les gens qui sont créatifs, qui ont des idées, qui sont ambitieux, qui ont envie de casser les codes, qui ont envie de réussir d'une certaine manière, qui sont sympas. Qui ont une vraie perso, un vrai univers. Ouais, qui ont un vrai univers, mais qui... Moi, à la base, je m'entoure de gens sympas, qui sont intéressants, avec qui je peux m'amuser, qui sont simples. Et s'ils sont en plus créatifs et on peut faire des choses ensemble, c'est génial, mais c'est arrivé après. Et après, donc il n'y a pas de secret sauce. Je pense que ma personnalité, je suis très social, je m'intéresse aux choses, donc forcément, et je fais. Je pense que c'est le fait de faire qui amène aussi plein d'autres choses, plein d'autres gens, parce que quand tu fais, tu as envie de parler aux autres qui font, et du coup tu connectes, et il s'avère qu'en fait souvent c'est des gens comme toi, et donc du coup tu matches. Donc en fait, la chance qu'on a eue avec Kimono, c'est que tous nos clients au début étaient des startups.
Et donc, du coup, moi, je connaissais tous les entrepreneurs de toutes les startups. Donc, il y en a plein qui sont devenus mes potes parce qu'on partageait une même passion et on parle même plus de business ensemble. Donc, honnêtement, c'est un état d'esprit que j'ai à la base de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire, j'ai pas mon groupe de... Enfin, comme certains pourraient se dire, et à juste titre, hein, j'ai mon groupe de potes. Moi, le reste, je vais pas chercher plus loin. Moi, je suis dans la découverte. Je suis curieux. Moi, je pourrais être pote avec tout le monde, mais j'ai pas envie. Il faut bien sûr privilégier, mais du coup, ça m'intéresse d'aller chercher l'autre. Toutes les histoires, les typologies de personnalités m'intéressent. Donc, du coup, là-dedans, ça te crée un réseau énorme. J'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort, donc j'aime bien être soit tu vois, il y a que des mecs qui ont ultra réussi, toi t'es rien à côté, ou je sais pas, t'es qu'avec des artistes, toi t'es tout sauf un artiste, et donc du coup tu te pointes un peu dans un univers étrange. Moi j'adore, c'est-à-dire Et vraiment. toi, tu jongles en plus dans le côté, je suis en haut de l'affiche et Oui, je me sens tout petit à côté d'un exactement, mec. exactement. Et Et je passe d'un univers. Je fais les deux et j'adore. D'une échelle à une autre, en fait. Un peu. Exactement, change d'échelle, change d'industrie, de typologie, tu vois, le monde de l'art, le monde de la musique. Et tout ça m'intéresse. Et donc, ça me cultive, en fait, d'un point de vue global. Et ce qui fait que, du coup, si tu arrives à capitaliser là-dessus de manière bienveillante, parce que ça n'a jamais été, donc du coup, pour répondre à la question, ça n'a jamais été une strate, je n'ai pas choisi. C'est naturellement, je pense que les bons esprits se rencontrent, en fait. La créativité et le fait d'être sympa. Hein, moi, tout mon entourage, c'est à la base, on sait bien faire la fête ensemble. Et l'amitié commence comme ça, quoi. Bon. En tout cas pour moi, quoi. Donc, et souvent, c'est les gens créatifs, quoi. Canon. Tu la vis comment, cette notoriété qui commence à arriver? Parce que je te vois parfois dans un mode influenceur avec... j'ai identifié, je ne sais pas si c'est vrai, mais un côté placement de produit parfois. Ouais. Comment tu le vis, ça? C'est quelque chose de flatteur? C'est quelque chose de recherché ou qui arrive un peu naturellement? Alors, flatteur, oui, clairement, parce que tu as toujours le syndrome de l'imposteur. Hein, tu dis pourquoi moi, etc. Et tu te dis, c'est peut-être que maintenant, le travail a payé, quoi. J'ai fait quelque chose. Et du coup, tu en prends conscience, donc ça te fait plaisir. Donc, flatteur, clairement. Stratégie, non. Parce que je pense que ce type de projet, si c'est une stratégie, ce sera forcément mauvais. C'est un peu quand tu cherches, tu trouves pas les... C'est un peu comme quand tu as absolument besoin de faire d'argent. Tu vas pas faire les bons choix. Si c'est ton driver, ça va pas être ouf. Ouais. Exactement. Alors que si tu le fais par autre chose, en général, ça vient plus vite, plus fort. Non, écoute, donc oui, en effet, je pense que ça fait depuis 2-3 ans que je fais un peu d'influence sur LinkedIn, sur Insta et même autres, enfin, dans d'autres types de manières. Donc j'aime bien, ça me plaît. Je trouve ça cool parce que du coup, j'en ai pas non plus 1000, donc tu peux choisir. Je trouve ça marrant de co-créer quelque chose. Comme je suis un fan de communication et que moi, j'ai souvent utilisé l'influence pour faire de la com avec d'autres, du coup, je comprends la strat. Et du coup, souvent, quand on me file le brief, en fait, je deviens non plus juste la personne influente, mais je participe au brief et je donne plein d'idées et je participe à l'OP. Ça me plaît encore plus. Je dis, mais en fait, il faut la faire comme ça. Ah ouais, t'as prévu. Là, je vais en faire une là, pour un vélo qui s'appelle Moto. Bon, en l'occurrence, je suis investisseur dedans, donc ça m'intéresse encore plus. Mais du coup, je suis devenu co-partenaire avec la personne en marketing qui pilote l'OP. Parce que ça, en fait, j'adore ça. Donc non, c'est sympa. Écoute, ça peut permettre de faire un petit revenu complémentaire. Ça fait des produits sympas et non, je trouve que ça ouvre l'esprit, c'est intéressant, mais c'est pas un objectif, c'est pas à une strat. choisir l'univers et rester dans le tien, quoi. Et voilà, et le but, c'est que si je choisis, c'est que c'est dans mon univers, ça doit être raccord. Donc non, franchement, j'aime bien et si je peux en faire plus, j'en ferai plus parce que je trouve ça intéressant de co-créer du contenu. En fait, c'est de la co-création de contenu. Je crois énormément au fait que les entrepreneurs sont des influenceurs. Et longtemps, j'ai eu une idée de monter une sorte d'agence d'influence pour les entrepreneurs parce que certes, on n'a pas une communauté comme les influenceurs de millions de personnes ou centaines de milliers. Par contre, on a une audience très qualitative. Moi, je sais aujourd'hui que, tu vois, mon compte Insta, je dois avoir 4000 followers. J'ai jamais cherché à l'augmenter ni quoi que ce soit. C'est naturel. Mais je sais que mon audience, elle est très, très quali. Et donc, du coup, pour une marque, peu importe laquelle, je sais que je peux apporter un segment précis. Un segment précis. Et donc, du coup, je pense que si tu prends tous les entrepreneurs avec leur force et leur réseau, tu peux faire quelque chose, mais c'est déjà en train d'arriver, hein, mais ça devrait être plus. Donc non, j'aime bien, je trouve ça intéressant. Et je le vis du coup très bien, quoi. C'est cool. Après, faut pas se perdre.
Faut pas avoir le goût, faut pas prendre trop le goût, et il faut pas en faire trop parce que pareil, ton audience va aussi juger de manière différente. Donc j'essaye de saturer ton audience aussi. Tu peux saturer parce qu'en plus, moi j'ai beaucoup d'annonces à faire tout le temps, donc du coup, faut pas que je sature de placement de produits, quoi. Donc j'essaye de le placer dans mes annonces, ça c'est encore mieux, tu vois. Bon, canon. Et ton univers, justement, moi je l'associe un peu au haut de gamme. Tout n'est pas haut de gamme chez Kimono, mais je trouve que ton univers est un peu lié à ça. Et il y a un changement qui est en train de s'opérer chez Kimono, là. Justement, un passage vers le haut de gamme, avec un certain nombre de codes que vous avez pris, qui vous permettent, soit par la couleur, soit par la matière, soit par la com, soit par les mannequins aussi qui sont utilisés, de changer. Pourquoi ce changement, maintenant? Et quels sont les leviers que tu as utilisés pour t'aider à aller vers ce positionnement que tu cherches? Yes, donc du coup, c'est bien, c'est-à-dire qu'on a fait du bon boulot, si tu as remarqué. Donc pourquoi? Donc en effet, le but, c'est d'être premium. Moi, j'aime bien dire qu'on tend à être le Apple du B2B. J'aime bien cet esprit, dans le côté épuré. On aimerait que les choses soient beaucoup plus épurées, plus premium. Ça ne veut pas dire chic, ça ne veut pas dire corpo. C'est plus haut de gamme, comme tu l'as dit. Casser les codes d'être une start-up. Donc, on a enlevé beaucoup de couleurs. On essaye d'être plus premium. Donc ça, c'est la dynamique qui est prise depuis quelques mois maintenant et qu'on a vu sur nos réseaux, sur le site, sur des presses, des decks, etc., qu'on essaye d'évoluer. Et on trouve ça 1000 fois mieux. Donc, c'est là où tu te dis, c'est marrant parce que c'est juste une question de maturité d'entreprise. Pourquoi on le fait? C'est que justement, aujourd'hui, Kimono a un certain stade, qu'aujourd'hui, on tend à être très, très gros. Et pour être très très gros dans le positionnement, ce ne sera pas en mode start-up, en mode jeune, cool. Ça ne veut pas dire ne pas perdre son agilité et ce côté cool justement, mais c'est de pouvoir parler à un public différent. Tu vois, on a une stratégie grand compte qui arrive. Le but, c'est d'aller adresser tout le CAC 40. Tu n'y vas pas en mode yo start-up. Quoi. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que nous, on est déjà passé par cette étape. Et du coup, c'est dans la maturité tant... stratégie, commerciale, communication, on a envie de cette posture. Ça a été difficile pour moi de l'accepter, mais c'est moi qui ai voulu le changement, mais de me dire « Ah merde, ça y est, on va perdre, donc du coup, toute notre image de marque va s'effondrer. » c'est une grande peur. Mais en fait, j'ai remarqué, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. C'est logique, c'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'on a envie d'être. Et t'écoutes, en fait, tu vois, il n'y a pas plus simple comme réponse de dire que c'est ce qu'on a envie de faire maintenant, tu vois. Donc, tu suis tes envies, tu as envie de faire un rebranding, d'évoluer sur du beaucoup plus premium, et let's do it. Et on sait que ça va nous aider d'un point de vue commercial, ça va nous amener peut-être justement d'autres profils, d'autres clients, d'autres partenaires, une meilleure légitimité sur plein d'autres sujets. Donc voilà, c'est une envie profonde et du coup une stratégie qui en découle. Et on aime bien dire qu'on est un peu le Apple du B2B dans l'expérience, dans le côté épuré premium et dans le côté écosystème où tout est entre guillemets. Donc ça amène peut-être un changement de positionnement tarifaire aussi de votre côté. Ouais, on a toujours été haut de gamme dans notre positionnement tarifaire, donc ça le conforte. Et après, en revanche, changement un peu de cible clientèle. On n'a pas toujours parlé beaucoup du CAC 40 chez Kimono. Non. Ça correspond. Je pensais à toi récemment quand tu vois la baisse des investissements, la baisse du. Enfin, on a vécu quand même des années de malade sur lesquelles toi tu as surfé de dingue, mais c'était une course au recrutement, à l'équipe qui aura la plus grosse. Et voilà, et ça, tu as surfé dessus. Maintenant, est-ce que toi, tu sens que ça se tarit et tu te dis, bon les gars, on va, avant qu'un Payfit nous relance, machin, ça va prendre du temps. Donc, il est temps de se rapatrier et ça correspond un peu à un changement de marché, de positionnement. Alors, pas vraiment, même si du coup, ça conforte. En vrai, on a gardé volontairement cette image de communication. On a des clients start-up, mais dès la deuxième année, on avait déjà plein de grands groupes, plein de PME que personne ne connaît. Donc très rapidement, les startups a été 20-30% de nos clients. Mais c'était nos clients images. C'est comme ça qu'on a eu les grands groupes. Donc ça, on l'a gardé. Et c'est ça qu'on va un peu changer. Et donc en fait, dans la dynamique d'aller chercher plus de grands comptes, certes, on ressent forcément une baisse du marché dans les startups. Il y a moins d'investissement, donc il y a une crise. On va pas se le cacher. Donc du coup, mais nous, c'est pas une réaction en disant oh, mince, on va perdre tous nos chiffres, on va là-bas. C'est de base, on a déjà nos segments, nos industries depuis toujours et dont le CAC 40. C'est juste qu'on s'est dit, on les travaille pas assez ces comptes. On a bossé peut-être avec tout le monde, mais one shot, des petits trucs, et que là, moi, j'ai envie de rentrer dans vraiment apporter de l'impact en tant que culture designer
j'ai envie qu'on transforme des grosses boîtes. J'ai envie qu'on arrive et que... Avec des projets de malade, quoi. Des projets de malade, en fait. C'est plus, on a envie de monter en niveau de projet pour qu'on réfléchisse plus, pour qu'on level up, pour qu'on aille encore plus loin dans nos propositions. Tu sens que tu peux les faire. Tu sens que et tu sais les qu'on faire. est prêt. On a l'équipe, en fait, on est l'équipe, on est prêt et on a envie d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que qui sont ces personnes? C'est notamment les grands groupes et on a envie d'aller les séduire, on a envie d'aller les chercher et c'est plus cette dynamique. Donc ça conforte l'idée, mais c'est pas lié à ça parce qu'au final, en vrai, il y a quand même quelques startups qui vont bien et elles sont toujours présentes, quoi. Elles sont toujours, on bosse toujours avec. Bon, on a l'impression que quand on t'entend, on se dit, bah oui, t'es un mec assez chargé, un mec avec pas mal de projets. Mais en fait, il faut comprendre qu'on a abordé qu'une petite partie des sujets. On n'aura pas le temps de les voir. Parce que toi, tu es investisseur d'un paquet de trucs. Je pense, on parlait de Premium et de projets un peu dingues. Là, je pense à la Villa Maria, de laquelle je passe souvent à Bordeaux. Ouais, t'es déjà allé ouais. Non, je suis passé devant. Je suis jamais rentré. Viens, la prochaine fois. J'y suis allé en vacances, donc j'avais pas de quoi bosser. Mais avec plaisir pour y aller. À entrer. Avec grand plaisir, parce que pour le coup, extérieur comme intérieur, c'est un truc qui parle. Mais ça, voilà, c'est un sujet comme un autre. C'est un bureau pour petite parenthèse. Smart coworking de France, peut-être. Ouais, c'est un des plus beaux bureaux. C'est un ancien hôtel particulier qu'on a retapé en bureau à Bordeaux avec une piscine, un boulodrome, 100 postes de travail et qui cartonne. C'est génial, quoi. Bon, ça, et après, je pense au paddle. Moi, j'ai migré de Genève à Madrid il n'y a pas longtemps. Ah, bien. Je commence à gentiment être picousé au truc. Et toi, ça fait longtemps que tu es picousé. Yes. C'est un sport qui est venu d'Espagne, qui se développe à fond en France et toi tu n'y es pas pour rien parce que toi tu es très proche de l'univers, tu es très proche aussi de certains sponsors, je pense à Babola qui te sponsorise, tu as monté parce que tu t'ennuyais un peu une ligue qui est passée de dizaines à centaines de personnes, non milliers, d'accord. Donc voilà, une ligue que vous pouvez suivre sur Insta, le compte d'Olivier. Blue Athletics. Go Athletics. Blue Athletics, première ligue amateur en France de paddle. Après 2 ans et demi, on a plus de milliers de joueurs qui jouent toutes les semaines. Et c'est quoi une ligue? Une ligue, c'est un tournoi qui dure 2 mois. En tout cas, il y a plusieurs formats, mais le format confiancement, c'est 2 mois. Tu as une rencontre hebdomadaire, donc un match par semaine, phase de poule, phase finale, et à la fin, un dîner, une cérémonie de remise des prix. Et tu recommences. Et il y a différents niveaux, différents clubs, différentes villes. Et tout ça mis bout à bout commence à faire du monde. Ouais. Et toi, tu es une ligue dans cet univers entre les sponsors. Je me rappelle que tu avais été invité aussi à l'autre bout du monde pour inaugurer par le Club Med des paddles. Donc, qu'est-ce que tu veux en faire de ce truc-là? Comment tu vois les choses? Quelle place ça a? Parce qu'il y a forcément du business qui va suivre. Si c'est pas déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, c'est un très beau business. C'est ma grande question du moment. Parce que... ma grande question, j'ai la réponse, mais j'ai appris avec le temps, donc de par ma nature créative et autres, qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps très bien. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, je suis commit sur Kimono et je veux le pousser jusqu'à encore... Il y a encore de la marge. J'ai envie de le pousser. Blue Athletics, c'est arrivé. À la base, c'était juste des parties entre potes. Et comme j'avoue, je sais pas faire, entre guillemets, c'est horrible et ça fait très hautain de dire ça, mais je sais pas faire les choses à moitié. Et tout de suite, dans une chose... C'est pour ça que peut-être on fait le lien avec la passion. C'est qu'en fait, moi, que ce soit une passion ou autre, tout de suite, je vois le business derrière et je vois l'ampleur du truc. Donc si ça me passionne, je vais y aller 1000 fois plus vite. Et du coup, le paddle m'a passionné. Je me suis rendu compte le potentiel de marché que c'est, de business que c'est. Donc je me suis dit, vas-y, on va attaquer, on va faire ci, ça. Et là, j'ai fait, je pense, 5% de la vision Blue Athletics. Un peu comme Kimono, je sais exactement comment amener. Mais là, t'es coincé parce que tu vois où on peut aller. Et je suis coincé. Tu sens que et tu donc peux j'ai le une faire. Frustration énorme, c'est que j'ai déjà 2 ans et demi dans les pattes, donc du coup j'ai la notoriété, l'expertise, le réseau, je sais exactement les business qu'il faut ou comment scaler le business. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Sauf que ce ne sera pas moi, parce que je ne peux pas me dédoubler et ce serait une erreur de courir trop de lièvres, quoi. Voilà. Et donc du coup, mon but c'est de trouver quelqu'un qui prenne ce flambeau de manière opérationnelle et qui exécute. Et moi, je transmets tout. Je suis partie prenante, bien sûr. Hein. Je lâche pas l'idée, partie prenante, mais j'ai quelqu'un qui exécute quotidiennement. Et là, on crée un truc de dingue. Donc, je suis tiraillé, je suis frustré tous les jours. T'es à bout touchant, quoi. A priori, t'es à bout touchant, ça devrait bouger. Ça va le faire. J'ai quelques pistes, mais là, je vais beaucoup plus lentement que ce que je m'étais fixé. Mais
c'est déjà énorme. À la base, c'est juste un hobby, quoi. Donc, t'imagines, là, non, mais parfois, je me dis, mais pourquoi? Et au final, l'écosystème, ça rejoint tout. Le kiff, le sport, les potes, le business, parce que j'ai fait beaucoup de business avec mes joueurs maintenant. Il y en a qui sont clés en kimono. Puis il y a une notion de sap aussi, de fringue. Une notion de fringue. En fait, tout se rejoint. En fait, maintenant, toutes mes idées, j'essaie de les faire connecter ensemble. Et j'ai un autre projet qui arrive dans les Defenders. J'en ai parlé nulle part. Mais ça arrivera l'année prochaine. Je veux investir. Ça va être pas mal. On va être des préparateurs de Defenders. Et je dis on parce qu'en fait, un mec un jour m'a prêté son Defender, m'a loué son Defender. Et c'est quelqu'un qui est dans l'armée, qui touche la mécanique comme personne. Et moi, je lui ai dit, moi, je suis fan des vieux Defenders. Il y a une grosse demande, il faudrait créer une super marque comme il y en a qui existent, mais faire différent et casser les codes. Du coup, on s'est dit, viens, on crée. Et là, on a vendu notre premier. Okay. Donc, du coup, on a acheté, préparé. Une base ancienne? De quoi? Une base ancienne, pas une nouvelle base. Les anciens. Les anciens. C'est vraiment les anciens, les vrais rétros. Et on l'a préparé, travaillé. Donc, un peu comme Deus s'est lancé à l'époque. Donc, il y aura une dimension de marque, une dimension de com, une dimension de réseau, lifestyle. Et donc, du coup, j'essaie de connecter tout pour qu'en fait, mes efforts, mon effort sur un marche pour tout. Et du coup, ce qui fait que du coup, j'ai pas besoin de passer trop de temps. Tu vois, tout se nourrit, quoi. Et mon premier client, ça c'est énorme, mon premier client du Defender, c'est un mec de ma ligue de paddle. Donc, tu vois, tout est lié, tout le temps. C'est fou. Ça simplifie un peu les choses parfois, dans ce monde qui peut être un peu complexe. Mais on les pousse, on va les chercher, en fait. Bon, à suivre. Et elle a un nom, cette marque, ou pas encore? Ouais, Dunes Mécanique. Bon, j'en suis un paquet. Il y en a plusieurs, des préparateurs. Il y en a plein. Et ils sont très forts, donc ça va être dur, mais nous, on sait ce qu'on veut faire. Déjà, on sera 2 fois moins cher que le marché, parce qu'ils se gaffent pas mal. C'est pas ton positionnement premium, ça qui parle, l'important. Non, je sais, mais on sera quand même haut de gamme, mais on sera 2 fois moins cher. C'est-à-dire, au lieu d'être à 200 000, on sera à 100 000, tu vois, ce qui est déjà très cher. Mais par contre, en termes de marque, ça va être encore un autre level. Et pas électrifié? Ça existe aussi. Ouais, les nouveaux, les rétros, ils sont pas électrifiés malheureusement, donc un peu complexe. Donc c'est plus des objets de collection, quoi. Il y a des marques qui le font. Il y a une boîte qui rétrofit les anciens. Ah, génial. Mais ça coûte une blinde, évidemment. Peut-être qu'on y arrivera un jour. En tout cas, ça existe. Mais on n'a plus le bruit. Merci pour ces éléments. On passe à quelques questions rapides. Allez. Et après, je te laisse. Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Grosse question. En vrai, toutes mes expériences je pense la personne que je suis devenue. Si on revient 15-20 ans, j'avais une vraie ambition, une vraie envie. Je me suis beaucoup posé de questions, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup tiraillé, j'ai testé tellement de choses, j'ai échoué tellement de trucs. Et je pense qu'aujourd'hui, la personne que je suis devenue, grâce à mes aventures pro et perso qui m'ont nourri, je suis hyper fier de ça, donc j'espère la conserver un maximum de temps. Cette cohérence et cet univers que tu Cohérence, voilà. Alors après, donc là, c'était très égocentrique, mais sinon, l'autre chose dont je suis plus fier, c'est Kimono, c'est une aventure exceptionnelle. Franchement, je vois pas comment refaire un truc comme ça avec En fait, c'est tellement compliqué. Ce qu'on a fait, ça paraît simple, c'est tellement complexe, et on l'a rendu cool, sympa, et avec une équipe incroyable qui s'éclate. Je dis, c'est dingue. Et donc, moi, tous les jours, je me dis, mais fierté, quoi. Et peu importe. Pas sûr d'être capable de le refaire. On va essayer, bien évidemment. Le but, c'est de faire toujours mieux, toujours plus. Mais il y a eu un alignement de quelque chose qui s'est passé, qui est dingue. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Et il y aura plein d'autres choses. Il y a une phrase qui me vient, qui est sûrement un peu, qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai lu un article de Ralph Lauren il n'y a pas longtemps, qui disait, parce que lui, il arrive un peu en fin de vie, il a un peu le temps du recul, et lui, il dit, le truc de dingue dans ma vie, c'est que j'ai vraiment vécu la vie que je voulais. Et il y a un peu de ça chez toi. Et ce que je disais avant, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vis exactement la vie que j'ai envie de vivre, et j'espère le conserver le plus longtemps possible. Et même si elle n'est pas ce qu'on appelle, c'est pas l'idéal ni la perfection, mais en fait, ça change au fil des années. Mais ouais, c'est clairement ça. Je pense que c'est ça la plus grande fierté. Qu'est-ce qui te demande le plus d'efforts aujourd'hui, et on ne soupçonne pas que ça en est? De tout caler? Ouais, mais ça, maintenant, je me suis mis en mode machine, donc ça fait partie de mon emploi du temps, c'est tout caler. Ma vie, c'est tout caler, donc du coup, c'est assez simple pour le coup. Sinon, je ferais pas tout ça. Parce que t'as pas d'enfant. Exact. J'ai pas d'enfant. Mais en fait, j'arrive à tout faire, et donc du coup, c'est pas trop un effort pour moi d'organiser, créer, communauté. Non, un effort dont on soupçonne pas.
Bah, ouais, je pense avoir ce mindset rigoureux dont je te parlais, Ouais. et d'être ultra calé, ultra préparé, rigoureux, c'est pas mon plus fort. Enfin, c'est pas mon. Ouais, c'est pas ma. Donc, ça, pour moi, c'est un effort d'être à ce niveau-là, mais je me l'inflige positivement parce qu'il n'y a, y a pas de. On n'y arrivera pas sans, quoi. Donc, Dans ouais, ces je pense. routines que tu t'imposes, il y a des choses qui sont intéressantes en termes d'orga, d'agenda, de routine, de discipline que tu suis qui font que tu arrives à tout faire rentrer. Ouais, bah, mon agenda, il y a aucune. Dans ma semaine, il n'y a aucune surprise. Dans ma structure d'agenda qui évolue à peu près tous les 6 mois, justement en fonction des avancées. Mais bah, et en fait, c'est ça qui me fait tenir. Donc, tu vois, le lundi. Donc déjà, ouais, un truc nouveau, ça. J'ai pas de meeting le matin. Plus du tout de meeting le matin. Ça a changé ma vie. Parce que toi, tu es plus productif seul le matin, c'est pour ça. Ouais, ou en fait, j'avais des journées où j'étais full meeting et rebelote le lendemain. Donc en Tu t'en fait, sortais pas. entre-temps, il y a plein de choses à faire. Mon WhatsApp explosait, mes mails explosaient. Comment tu gères? Donc du coup, tu rentres, tu travailles jusqu'à pas d'heure. Donc en fait, c'est mon moment pour être créatif et à jour surtout. À jour, je me mets à jour et je bosse. Le lundi, c'est l'après-midi, c'est que mes kick-offs avec tous mes managers. Donc que Kimono Focus. Mardi matin, pas de rendez-vous. Mardi, c'est rendez-vous team, client, partenaire, fournisseur, Kimono. Mercredi, c'est pour ça qu'on est un mercredi aujourd'hui, c'est tout ce qui est autre, podcast, meeting qui n'est pas lié directement au business, des rencontres, un déjeuner. Ou bah, sinon, j'ai pas trop de meetings et du coup, je peux avancer tranquillement. Mais du coup, j'ai mis des couleurs à mon agenda. Donc, le mercredi, c'est jaune. Et c'est tout ce qui est jaune, c'est des trucs en plus qui servent au Extérieur, business, quoi. extérieurs, qui ne sont pas du travail en tant que tel, mais qui ont de l'impact. Ça, c'est mercredi. C'est pour ça que les podcasts, c'est toujours les mercredis. Jeudi matin, pas de meeting. Jeudi après, full kimono. Et vendredi, c'est freestyle. Tout est possible. Une journée, pas de règles. Donc non, il y a une discipline dans mes mails, j'ai une discipline. Dans mon téléphone, j'ai une discipline. Donc j'essaie d'être discipliné un maximum, ouais, tout le temps. Sinon, tu tiens pas, quoi. Mais en gardant cette légèreté et que si cette discipline le loupe un jour, ne pas être frustré, ne pas tout remettre en question et être OK, tu vois. C'est quoi la discipline du téléphone? Bah, c'est en fait, je prends téléphone, c'est plus WhatsApp. En fait, je travaille beaucoup sur WhatsApp. Donc, j'ai une grosse discipline là-dessus, c'est-à-dire que je dois avoir répondu à tout dans les 48 heures. Je prends énormément de notes tout le temps. J'en ai pris, je sais pas, tu vois, aujourd'hui, j'en ai pris déjà 10. Sur quoi comme outil, toi, t'es sur Une note iPhone, hein, Ok. classique. Note jaune? Et la discipline, c'est que toutes ces notes, pour pas qu'elles soient oubliées, je dois les traiter, en fait, avoir une action. Parce qu'à chaque fois, ça vient d'une vraie pensée. Et donc, du coup, je les traite, je delete. Et donc, du coup, le but, c'est que j'ai le moins de notes possible au quotidien. Bon. Est-ce qu'il y a une boîte que tu aurais aimé monter, que tu vois se développer en ce moment et tu dis, ah, celle-là, j'aurais bien aimé la. Il doit y en avoir 500. Mais... Ouais, j'avoue. Bah, Iconic House, Ouais. mais je le lance avec Kimono. Donc ça sera différent, mais Iconic House, ça me parle carrément. J'aime beaucoup, c'est une boîte que j'aurais aimé monter, mais on se retrouve avec Kimono House, donc on est bon. Une boîte, ouais, il y en a beaucoup. Bah, Kimono, hein. Allez. Franchement, souvent je reviens, quand on regarde l'herbe et on pense qu'elle est plus verte ailleurs, on revient souvent, en fait. Vu que tu es un peu hybride, ouais, finalement, c'est Je celle-là fais plein de qui... choses, bah, j'aime bien ma boîte. Il y a un truc que tu aurais fait différemment si tu l'avais compris plus tôt? Tellement de choses. Tellement de choses, mais une certaine insouciance, une certaine naïveté te fait faire des choses incroyables. Et de tout savoir, si on reprend la dimension de risque, tu vois, aujourd'hui, on a une gestion financière vraiment parfaite. Si on l'avait eu au début, je pense qu'on ne serait pas le kimono aujourd'hui. Parce que le temps d'avoir eu, je sais pas, le temps d'avoir eu exactement le budget pour, les finances pour, on n'aurait pas pris tous ces risques. Ça se trouve Kimono n'aurait qu'un métier aujourd'hui. On aurait dit non, il faut attendre d'avoir 6 ans, être le premier, le leader sur le textile. Honnêtement, tout, mais j'ai pas. Enfin, alors, bien sûr, j'apprends de mes erreurs. Il y a eu beaucoup sur le recrutement, on a énormément appris, qu'on ne refera plus du tout et qu'on ne fait plus, qui a quand même aussi changé drastiquement l'équipe et la manière de voir les choses. Mais ce qui me fait le plus peur pour plus tard, pour ma prochaine boîte,
c'est est-ce que j'aurai cette même naïveté, cette même insouciance sur certains points qui vont te permettre c'est du pari, hein, ils te permettent de réussir. C'est comme au poker, t'as bluffé, t'es passé. Est-ce que en ayant connaissance de tout, tu bluffes autant parce que le bluff aide à passer. Parce que si le bluff passe pas, bon bah ok, peut-être tu perds. C'est de l'audace, de l'insouciance que tu perds. C'est ça. Et ça, comme je deviens de plus en plus mesuré, maîtrisé, parce qu'on a beaucoup plus de responsabilités et c'est sain, genre ça me plaît. Est-ce que dans une autre aventure où il faudra aller tout casser, genre encore, je pense que oui, mais peut-être ce sera à une échelle tellement plus haute qu'il faudra y passer, quoi. Donc non, ouais, tout en vrai. Tout. Bon, je sais que tu as vaincu un peu ta peur de l'avion en faisant une énorme teuf en 2019 dans un avion. Il y avait peut-être un peu de lien. Donc moi, je l'ai raté, cette teuf-là. Ah ouais. J'ai raté la teuf des 5 ans. Oh là là. Elle est quand la prochaine J'aimerais bien ne pas la rater, mais Ouais. ce sera un autre sujet. Il y en a une de prévue, un de ces jours? Pas pour les 10 ans, ça va c'est trop longtemps. Non. Donc on a fêté 5 ans, on a dit les 6 ans, on les fête pas. On va dire au moins tous les 2 ans, c'est sûr. Donc les 7 ans, j'espère qu'on les fête. Donc la prochaine, elle est soit en avril, soit, en juin. Elle est dans les tuyaux. Bah ouais, moi j'en ai une dans les tuyaux depuis longtemps, donc j'attends. Un peu comme dans la même dynamique que celle de l'avion, qui va être un peu plus galactique. Et après, il y a l'anniversaire. Donc non, ouais, prochaine, il peut y avoir aussi au lancement de Kimono House une très 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 belle soirée dans la première Kimono House. Ça arrivera, j'espère plus. À suivre. Merci en tout cas, Olivier, pour tous ces partages, pour tous ces insights. C'était canon de t'entendre. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.